Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième séance du parcours 3 sur l'école des femmes. Donc pour faire un petit rappel, en première séance, nous avions vu le contexte historique, littéraire et culturel autour de l'école des femmes. Puis en deuxième séance, je vous avais fait un petit topo sur une thématique importante de l'œuvre qu'est l'éducation des femmes et les femmes au XVIIe siècle. Donc vous m'avez en grande partie quasiment tous rendu votre contraction de texte sur le texte de Fénelon. Et je vous avais fait une petite vidéo sur justement l'état des lieux de la situation des femmes, de la position des femmes, et en particulier sur un mouvement important qui est le mouvement des précieuses et de la préciosité. Alors aujourd'hui, on va enfin entrer dans le vif du sujet. Donc je vous fais une séance pour vous présenter l'école des femmes. Donc l'objectif est de vous présenter les éléments qui sont importants à savoir sur l'œuvre, c'est-à-dire l'auteur, comment fonctionne l'économie générale de l'œuvre, le contexte de création de la pièce, donc on va resserrer historiquement la période, comprendre ce qui fait, alors j'ai mis le fortune, mais c'est la fortune de l'œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette pièce continue à être jouée, qu'est-ce qui fait que cette pièce continue à susciter l'intérêt des comédiens, des metteurs en scène, mais aussi des critiques. Et puis je vais vous présenter plusieurs mises en scène dont je vous ai donné un avant-goût. On va réduire le corpus à 4 mises en scène, au moins pour que vous connaissiez une autre mise en scène que la scène numéro 2, parce que je pense que ceux et celles qui ont étudié l'école des femmes l'année dernière ont dû énormément étudier cette mise en scène qui est celle de Didier Bessas en 2001. C'est une mise en scène qui est assez canonique, qui est assez importante dans l'histoire de la mise en scène de l'école des femmes. Mais il n'y a pas que cette mise en scène. Je vais vous présenter 3 autres mises en scène qui ont existé avant et après. Donc notamment la troisième qui est celle de Jean-Paul Roussillon pour la Comédie Française en 1973. Alors c'est une mise en scène importante sur 2 plans dont je détaillerai les choses. La mise en scène la plus récente qui est celle de Stéphane Brunswijk qui a été créée en 2018 au Théâtre de l'Odéon à Paris, alors qui est une mise en scène qui a suscité beaucoup de critiques. Je vous expliquerai également pourquoi. Et puis je vous ai mis pour le fun une quatrième mise en scène, on en parlera très rapidement, mais c'est parce que c'est un projet inédit qui a été fait autour de Molière et autour des pièces de Molière. Donc pareil, je vous en parlerai plus en détail. Pour le moment, faisons un petit peu de contexte historique et de contexte littéraire. Alors, je vais vous dire quelques mots sur Molière, dont le vrai nom est Jean-Baptiste Pauquelin. Alors, vous devez connaître pas mal d'éléments sur la vie de Molière, notamment beaucoup d'anecdotes, notamment le fait qu'il soit mort sur scène, qui historiquement d'ailleurs n'est pas du tout vrai. Il est mort après une représentation, et en effet, il est mort peu de temps après avoir fait une représentation, mais il n'est pas mort sur scène. Molière en fait suscite énormément de légendes, beaucoup, parce que il faut bien vous dire qu'en France, Molière est un mythe. On dit la langue de Molière, et on a érigé la littérature française comme appartenant quasi intégralement à Molière. Il y a eu même une polémique récemment où on s'est demandé si Molière n'avait pas écrit ses pièces. On a longtemps pensé que c'était Corneille qui avait écrit la majeure partie des œuvres de Molière, qu'ils avaient conclu des contrats de nègres ensemble. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de linguistes et beaucoup de comparatistes en fait ont comparé certaines œuvres de Corneille et certaines œuvres de Molière et y ont trouvé des similitudes. Alors, je vais vous faire un rapide résumé de la vie de Molière. Donc, il est né en 1622 sous Louis XIII. Son père a une charge importante, il est tapissier du roi, mais c'est une famille qui, attention, n'est pas noble, c'est une famille bourgeoise. Néanmoins, ils arrivent à obtenir une petite charge officielle auprès de la cour. Molière a fait beaucoup d'études, notamment il a été formé chez les jésuites, dans l'un de leurs collèges les plus fameux, qui est le collège jésuite de Clermont, l'actuel lycée Louis-le-Grand à Paris, et puis il a fait des études de droit à Orléans,
parce que comme il venait d'une famille bourgeoise, il fallait qu'il reprenne la charge de son père, qui était celle donc de valet du roi, mais de tapissier du roi. Donc l'idée c'était que Molière finalement perpétue la tradition familiale. Mais Molière s'est opposé à son père et a décidé à partir de 1643 de renoncer à la succession de son père. Il demande l'héritage de sa mère qui est morte lorsqu'il était jeune, et il va utiliser cet argent pour rejoindre une troupe de théâtre qui est la troupe des Béjards. Alors à l'époque, Molière est plus ou moins marié avec la fille Béjart. Il crée une troupe qui s'appelle l'Illustre Théâtre, ils s'établissent à Paris, c'est un échec total. Il décide donc de partir faire du théâtre itinérant et de faire fonctionner la troupe en allant de ville en ville. Alors, il y a 13 années qui sont très importantes dans la carrière de Molière, qui sont celles de 1645 à 1658, qui sont des périodes de troubles en France. On est à l'époque de la Fronde. On a très peu d'informations sur ces années de tournée en province, qui fonctionnent plus ou moins bien. Vers la fin de ces 13 années, on sait que Molière a réussi à trouver un protecteur, qui se nomme le prince de Conti, qui finance la troupe. À partir de 1658, lassés de ces années de tournée, ils reviennent à Paris, ils se font une petite réputation, et ils obtiennent une protection plus large. Alors quand on dit protection, c'est protection aussi financière, c'est-à-dire qu'ils sont financés par le frère du roi, le duc d'Orléans. Ils font une représentation devant le roi, Louis XIV à l'époque, qui est enchanté, et donc ils vont leur donner une salle à eux, qui est la salle du Palais Royal. À partir de 1659, dans les années 1660, ça va être de très nombreux succès pour Molière, notamment les Précieuses ridicules en 1659. Molière va devenir en quelque sorte le dramaturge attitré de la cour, mais néanmoins la carrière de comédien et d'auteur pour la cour va avoir des hauts et des bas, notamment avec le Tartuffe en 1664, qui est une pièce qui dénonce largement les hypocrites religieux, ce qui ne va pas être du goût de Louis XIV, qui va avoir une attitude un peu particulière d'ailleurs Louis XIV vis-à-vis de cette pièce. Il est à la fois en accord avec les idées de Molière, mais comme il est le principal représentant de la religion catholique en France, il ne peut pas cautionner cela. Et il meurt en 1673 après la 4e représentation du Malade imaginaire. Vous avez bien sûr auparavant étudié grand nombre de pièces de théâtre de Molière, notamment au collège. Alors au collège, ce que vous avez surtout étudié, ce sont ce qu'on appelle les pièces première période de Molière. Molière en fait a eu 2 grandes périodes dans sa carrière. Durant les années de tournée en province, il a plutôt fait de la farce dans la tradition de la commedia dell'arte, du théâtre qui s'appuyait surtout sur le comique de geste, sur le comique de répétition, sur du comique un peu lourd, qui reprenait ce qu'on appelait des canevas, c'est-à-dire des scénarios qui étaient tout faits. Et puis, à partir du moment où ils vont entrer en cours, où ils vont entrer sous la protection de la noblesse, ils vont commencer à écrire des pièces dans la pure tradition du mouvement classique, et où justement l'objectif va être de plaire et d'instruire à la fois. Placere et docere, donc comme on a vu en séance 1 sur les enjeux et les objectifs du classicisme. Donc on va dire que Molière va devenir, au fur et à mesure de sa carrière, beaucoup plus fin au niveau du comique, même si on retrouve à peu près les mêmes constantes au fur et à mesure de son théâtre. Donc voilà, donc c'est quelques mots sur Molière pour remettre un petit peu les choses en place. Alors, le contexte d'écriture. Alors, la pièce a été créée le 26 décembre 1662 au Palais Royal, donc rien d'exceptionnel. C'est une époque où la troupe de Molière est réputée et la création est attendue. La pièce est dédiée à la femme de Monsieur le frère du roi, Henriette d'Angleterre. Alors, il faut bien se dire qu'à cette époque, il y a beaucoup de jeux de réécriture et que les auteurs de théâtre s'inspirent beaucoup de pièces ou de textes qui ont été faits avant eux. Et notamment, Molière s'est inspiré de 2 choses. Il s'est inspiré en fait d'un texte espagnol, El Prenido Engañado, qui avait été traduite par un poète baroque très connu qui s'appelle Paul Scarron en 1655 sous le titre de la précaution inutile. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la comédie, il y a 2 grands pays en Europe qui font de la comédie, c'est l'Italie et l'Espagne. Mais pour la simple et unique raison que la commedia dell'arte en fait vient du théâtre espagnol, puisque la majeure partie
du sud de l'Italie était sous domination espagnole, donc il y a eu de l'influence. Donc la comédie à l'espagnol en fait a inspiré la commedia dell'arte qui elle-même a inspiré on va dire la comédie classique française d'une certaine manière. Mais c'est surtout que Molière avant avait créé une pièce qui s'appelait en 1661 l'École des Maris. Donc l'École des Maris qui a une intrigue très simple. Deux frères ont la tutelle de deux orphelines. L'un décide de laisser sa pupille libre de ses choix, d'épouser qui elle veut. L'autre, en revanche, va la faire surveiller parce que, alors je ne vais pas préciser, mais en fait, il désire l'épouser. Donc, Sganarelle. Et en fait, Molière a réutilisé le personnage de Sganarelle pour faire celui d'Arnolphe dans l'École des femmes. Alors, ce qui est important aussi à savoir en troisième point, c'est que l'École des femmes va faire l'objet d'une polémique. Alors, c'est pas une polémique de fou quand on regarde bien précisément. En fait, c'est une polémique qui va surtout avoir pour objectif de discréditer Molière, puisque comme Molière est mécéné et pensionné par la cour, ça laisse de la place en moins pour ceux qui désirent justement séduire le roi et proposer des créations. Donc l'idée, en fait, c'est surtout d'abattre Molière qui a le monopole, finalement, du théâtre en France. Donc tout est bon, justement, à l'époque, pour le griller auprès du roi Louis XIV. Donc, c'est une polémique, alors c'est pas une polémique d'une grande violence. D'abord, elle commence par le bouche à oreille dans les salons littéraires, et puis les choses vont être déclenchées par un article dans ce qu'on pourrait appeler un journal littéraire, mais c'est pas réellement un journal littéraire, un article d'un certain Donneau de Visé en février 1663. Alors dans cet article Donneau de Visé, ce qu'il va surtout faire, c'est pas tellement dire cette pièce est scandaleuse, etc. Il va surtout dire en fait que Molière a pas du tout d'inspiration et qu'il s'est surtout inspiré de sa pièce précédente, L'École des Maris, et de cette nouvelle espagnole qui a été traduite par Scarron. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'a pas du tout d'inspiration, il n'a pas du tout de génie. Et puis, il va en profiter justement pour le tacler sur, mais en plus, il ne respecte pas certaines règles. Règles justement qu'on va préciser dans la diapo suivante. À l'époque aussi, on répondait aux critiques, on faisait des critiques en faisant des pièces de théâtre, donc comme la critique de l'école des femmes. C'était une tradition au XVIIe siècle de répliquer, de donner son avis sur un texte littéraire en produisant un autre texte littéraire. Il y a eu énormément de pièces qui avaient pour objectif de critiquer d'autres pièces de théâtre, et ça n'était pas que des pièces lues, elles étaient aussi jouées. Donc Donneau de Visé et un autre qui s'appelle Bourseau vont justement écrire deux pièces contre l'école des femmes. Et Molière va terminer la polémique en répliquant par la critique de l'école des femmes en juin 1663. Alors ça ne sera pas le premier texte que Molière va faire justement pour mettre un peu les points sur les i, et notamment expliquer ce qu'est son théâtre. Il va faire un deuxième texte qui s'appelle L'Impromptu de Versailles, où justement il va expliquer plus largement quelle est sa conception du théâtre, et c'est un texte qui sera joué également. Alors qu'est-ce qu'on reproche à Molière? Alors à Molière, on lui reproche deux choses. On lui reproche de ne pas respecter des enjeux esthétiques et de ne pas respecter des enjeux moraux. On lui respecte en fait, on lui reproche de ne pas respecter les enjeux esthétiques du classicisme, c'est-à-dire de ne pas faire des pièces comme il faudrait faire des pièces. Par exemple, on lui reproche d'utiliser 5 actes et des vers, alors que c'est réservé à la tragédie. On n'utilise pas une forme noble pour un fond qui est bas. C'est-à-dire que la comédie, normalement, doit traditionnellement être en 3 actes et en prose. Et lorsque l'on travaille sur une matière qui est aussi basse que le rire, parce que c'est hiérarchisé quand même, on considère que la tragédie c'est ce qui est de plus haut, c'est ce qui est de plus noble, et que la comédie c'est quelque chose de vil et de bas, ce que le mouvement classique va essayer de réfuter. Mais on trouve ça assez étrange en tout cas de donner une forme noble à quelque chose qui a un fond bas, c'est-à-dire de faire rire avec une forme noble. C'est comme si par exemple vous criez un super packaging de luxe et que à l'intérieur, enfin une boîte vraiment très belle, magnifique, et qu'à l'intérieur en fait vous mettiez je sais pas moi un produit bas de gamme quoi. C'est un peu ce qui est reproché en fait à Molière. Alors on reproche aussi à Molière dans cette pièce justement de vouloir faire du gros comique et notamment d'instaurer ce gros comique dans une forme très haute, très noble,
avec des vers, avec 5 actes, donc en utilisant finalement les ressorts de la tragédie.